pour votre présence. Et donc, du coup, je vais vous présenter la version 5.4 de Zabbix. Alors, un peu comme d'habitude, les micros sont coupés. Et néanmoins, on laissera un petit peu d'espace, bien entendu, pour échanger. Pour le coup, j'ai déplacé juste la petite notification là. Voilà. Donc, un petit rappel de l'agenda, donc petite introduction, un rappel du cycle de vie des versions de Zabbix. Donc, on va s'intéresser un petit peu aux nouvelles fonctionnalités de Zabbix 5.4. Parfois, je ferai peut-être des petits retours sur certaines fonctionnalités qui étaient aussi apparues en 5.2. Hein. Entre la 5.2 et la 5.4, déjà, on a énormément, on va dire, d'évolution qui prépare une 6.0 assez intéressante. De toute façon, donc voilà, on passera tout en revue un petit peu tout un tas d'éléments sur la 5.4 et puis on laissera bien sûr un espace pour quelques échanges. Alors, je vais quand même vérifier et prendre le chat au cas où quelqu'un me sollicite. Alors, est-ce qu'il est passé l'animal ? Voilà. Hop. Parti. Voilà. OK. Parce qu'il y a un espace questions-réponses qui existe de toute façon dans ce. OK. Alors, du coup, je me présente, François Mélier. Voilà, j'ai laissé quelques liens. Globalement, j'ai de multiples activités, mais je travaille en tant qu'architecte à la Banque Postale. J'ai gardé, on va dire, quelques activités parallèles pour donner des formations, aussi bien dans l'école d'ingénieur chez Innov ou donc du coup pour Zabbix, puisque je suis certifié trainer. Et donc, j'ai pour ces activités-là notamment, j'ai une structure qui s'appelle UTAC et sur lequel aussi je contribue avec un de mes collègues là, qui est très connu également côté Zabbix là, et on partage une marque qui s'appelle Cool Monitoring. Voilà. Rapidement, donc la 5.4 est sortie donc le 17 mai. Alors, c'est toujours intéressant de faire un petit rappel sur le cycle de vie, on va dire, des versions et du support. Donc, globalement, hein, Zabbix sort une version 0.0, donc qui est une version de type long term support. En gros, finalement, il y a 3 ans de support et des extensions possibles avec de 2 ans. Et puis, entre 2 versions finalement long term support, on a 2 releases en général, une version X, donc 0.2 et une version X.4. Il y a jamais, toutes les versions, on va dire, avec mineurs, avec un chiffre impair, sont des versions non stables. Donc, elles existent, mais voilà, elles sont considérées comme non stables et donc elles ne sont pas publiées et ne sont pas conseillées évidemment à l'installation. Ces versions standards, elles ont, on va dire, une durée de vie de support de 6 mois avec une extension possible d'1 mois. Et comme vous pouvez le voir, à partir du moment où on souhaite avoir un support auprès de l'éditeur, eh bien, effectivement, c'est pas forcément des versions qui sont privilégiées. Voilà. Néanmoins, pour des environnements de mise au point ou de préparer justement à un moment donné pas mal de nouveautés hein, sur la version majeure, je pense que c'est quand même intéressant évidemment de regarder ces versions-là, quitte même à un moment donné à dire oui, vraiment, c'est quand même intéressant de passer sur cette version-là. Exploitabilité et visualisation. Alors donc, on va commencer un petit peu là-dessus. Alors, j'ai effectivement été un peu morbide là, sur ce slide, puisque le tag enterre enfin l'application. Alors, effectivement, dans tous les cours que je donne, à chaque fois, j'expliquais à mes élèves que le terme application, on va dire, avait été choisi par Zabbix. Et en fait, en réalité, ça correspond plus à une notion de catégorisation des collectes.
Et en fait, ce terme application, je le trouvais assez mal nommé parce qu'on avait des catégories qui s'appelaient CPU, on avait des catégories qui s'appelaient mémoire. Ça ne fait pas très application. Donc, ben voilà, ça y est, c'est terminé. On va dire maintenant, ce champ, on va dire application, cet objet même application n'existe plus. Et donc, il est remplacé effectivement entièrement par ce qu'on a appelé les tags ou les étiquettes. Et on verra qu'effectivement, dans la montée de niveau, de toute façon, il y a bien effectivement une correspondance qui est faite et automatiquement, toutes les anciennes applications, bah, finalement, passent par un tag qui justement s'appelle application, qu'on peut revoir bien entendu. Du coup, bah, les tags, ils sont en plus disponibles, on peut les définir au niveau des modèles, des templates, au niveau des équipements, des hôtes, des prototypes d'hôtes, des déclencheurs, et en plus, maintenant, on peut, dans la 5.4, les déclarer au niveau item. Donc vraiment, on voit qu'il y a une orientation, on va dire, sur cet aspect tag significativement importante. Alors... OK. Voilà, donc lors d'une montée de niveau, conversion automatique de l'application en tag, dont la clé, effectivement, du coup, sera application et il y aura la valorisation. Alors, gestionnaire d'événements, en fait, déjà, c'était apparu en 5.2. Finalement, le fait d'avoir dans le bac à événements la capacité, finalement, de positionner des bacs à événements un petit peu différents. Ça, c'est assez intéressant. Pour se fâter finalement quelque part l'exploitation et avoir des notions finalement de bac à événements filtrés, rapides, de base, sans avoir à repasser par finalement le repositionnement des filtrages. Donc ça, je trouve que c'est effectivement assez sympathique. Je ferai une petite démo là, après. Du coup, alors, on avait effectivement aussi des notions de table de correspondance. Alors, ces tables de correspondance, c'est vraiment très intéressant dans le sens où, lorsque, si je prends un exemple, par exemple, d'une application qui envoie des codes retour et dont les codes retour veulent évidemment dire bien quelque chose, on peut très bien créer dans Zabbix une table de correspondance en fonction du code retour et finalement à quoi ça correspond. Jusqu'à présent, ces tables de correspondance étaient définies au niveau global. Et au fur et à mesure que les choses s'accumulent, on commençait à avoir plusieurs pages de tables de correspondance et franchement, c'était pas terrible. Du coup, là, on a une évolution, on va dire, assez significative, puisque maintenant, les tables de correspondance, au-delà d'être plus évoluées pour définir une correspondance classique, une correspondance aussi par tranche de valeur, voire par expression régulière, eh bien, maintenant, on va effectivement avoir cette capacité à le définir au niveau d'un host ou au niveau d'un template, ce qui est quand même beaucoup plus pratique en termes de gestion. Donc, on a cette notion de table de correspondance, effectivement, au niveau modèle et au niveau hôte. Voilà, donc les avantages, hein, effectivement, sont significatifs. C'est beaucoup plus simple à gérer de cette manière-là. Voilà, ça, c'est hyper important. Voilà, et donc, du coup, associé à chaque hôte ou à chaque template, on va retrouver un onglet Value Mapping dans lequel on pourra positionner effectivement ce genre de choses. Alors, pareil, un petit peu dans les éléments assez importants dans cette release, on a également anciennement ce qu'on appelait les screens ou les écrans. Voilà, ça n'existe plus et ça a été totalement remplacé par les tableaux de bord qui sont un objet voilà, tout à fait plus sympathique parce que beaucoup plus ergonomique sur le fonctionnement. Alors, cette notion d'écran, voilà, du coup, anciennement, voilà, on avait les screens, et donc, du coup, maintenant, enfin, on avait les screens et les dashboards, puisque, en fait, il y a eu une phase de transition où on avait les deux, mais aujourd'hui, ça y est, tout a été mutualisé, et donc, il n'y a plus de screen, et on va dire la capacité fonctionnelle à réaliser des scripts est maintenant totalement disponible au niveau des tableaux de bord, des dashboards.
Alors du coup, comme les screens ou les écrans étaient présents dans les modèles, évidemment maintenant, c'est les tableaux de bord, les dashboards, voilà, qui sont présents évidemment dans les différents modèles. Et on va les retrouver bien entendu aussi au niveau des hosts, voilà, au même titre qu'on retrouvait les écrans, les screens précédemment. Alors ces tableaux de bord, du coup, pour les hôtes, voilà, hein, on va retrouver après en exploitabilité, évidemment, ce qu'on a conçu dans notre template ou au niveau de notre hôte, évidemment, dans la partie exploitation, la capacité à regarder un petit peu ces différents tableaux de bord. Et puis, en fait, il y a aussi un point qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont rajouté effectivement au niveau du tableau de bord, pardon, la possibilité de mettre de multiples pages, ce qui est vraiment très pratique, parce que plutôt que d'empiler, on va dire, tout un tas de choses au fur et à mesure dans le tableau de bord qui devenait un petit peu difficile à lire, et bien maintenant, on a la possibilité de rajouter une page et du coup de switcher effectivement d'un contexte à un autre pour finalement se faciliter la lisibilité de notre tableau de bord. Mais dès qu'on commence évidemment à avoir un parc un tant soit peu significatif, évidemment, le fait de créer ce genre de page est vraiment tout à fait intéressant. Donc voilà, on retrouve effectivement du coup après, lorsqu'on consulte notre tableau de bord, les différentes pages sur lesquelles on a évidemment créé à ce moment-là une représentation et une visualisation adaptée. En même temps, anciennement associé au screen et aux écrans, là, on avait finalement ce qu'ils appelaient un slideshow, une sorte de finalement power un diaporama. Voilà, des fois, quand on passe de l'anglais au français, c'est jamais toujours évident. Donc, ce diaporama, effectivement, est toujours maintenant disponible au niveau des dashboards. C'est-à-dire que par défaut, vous allez avoir la capacité à laisser un dashboard présent, on va dire, à l'écran, et automatiquement, il va switcher toutes les 30 secondes par défaut, mais c'est totalement, on va dire, paramétrable. Voilà, donc, du coup, ça permet effectivement d'avoir aussi à un moment donné cette notion, alors des fois vous avez des murs d'écran, mais des fois quand on a des choses un petit peu plus légères en termes de murs d'écran, en fait ces mécanismes-là peuvent effectivement être aussi assez intéressants. Voilà, donc du coup, on a effectivement après cette capacité, donc du coup, le diaporama démarre et on peut effectivement, évidemment, à un moment donné, si on le souhaite, suspendre le diaporama si on veut rester à un moment donné sur l'exploitation, évidemment, d'une des pages. Alors, l'idée, effectivement, c'était quand même de vous faire une petite démo au passage. Donc, j'avais de toute façon, dans le cadre de mes activités, alors, hop, c'est là. Voilà. J'avais un serveur, effectivement, sur lequel voilà, qui est lui en 5.2.4. Donc, je ne suis pas à la toute dernière release, puisque la toute dernière release est à 5.4.4. Et du coup, pour voir un petit peu cette notion, déjà, vous voyez, au niveau donc, c'est pas très utile, mais voilà, c'est comme ça, des problèmes, donc les anomalies qu'il peut y avoir dans Zabbix. On voit qu'effectivement, on a ce qu'on appelle la partie, le bac à événements standard. On peut retrouver le filtrage qu'on souhaite. Et puis, on voit qu'effectivement, là, j'ai créé deux petits compléments. Alors, évidemment, il y a là tout de suite zéro événement, mais on va dire que, allez, je vais générer un événement et en guise de démo. Hop. Allez. Voilà. Et donc, on va voir effectivement cet événement normalement arriver d'ici peu. Voilà, donc un problème moyen de disponibilité. On a effectivement, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu les données opérationnelles, c'est-à-dire que
quelle est la valeur à un moment donné qu'on a collectée au moment où on retrouve les fameux tags, hein, où a priori ça provient d'une architecture que j'ai montée en 5.4, c'est un cloud OVH, et puis justement les catégories justement de collecte qui étaient associées à une corrélation un petit peu globale. Voilà. Donc on voit qu'effectivement après, je peux switcher à un moment donné effectivement d'un bac à un autre, et en fonction évidemment du filtre, je vais retrouver ou non évidemment ces événements. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point déjà qui est assez intéressant, on va dire, en termes d'exploitabilité. Je vais continuer un petit peu là sur le retour à la normale. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que, comme d'habitude, hein, on a quelque chose à un moment donné de clignotant quand ça revient, mais comme là, je suis dans les problèmes récents, en fait, du coup, ça va disparaître puisque je n'aurai que les événements actifs qui seront présents. En plus de ça, on peut utiliser la notion d'acquittement, finalement un petit peu de prise en charge par les utilisateurs. Et si je prends un second exemple, par exemple celui-ci, où je vais régénérer aussi un autre événement. Alors, il va y avoir un truc intéressant là dans le second événement qui va arriver. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai donc maintenant un 0 qui est arrivé parce que je suis revenu effectivement à la normale. Et vous voyez que cette valeur 0 ou 1, bon, certes, on est en disponibilité, hein, c'est 0, c'est disponible, et puis tout ce qui est différent de 0, c'est pas disponible. Néanmoins, ces valeurs, effectivement, elles ne sont pas très parlantes parfois. Et donc, cette notion de table de correspondance dont je parlais tout à l'heure, vous voyez ici tout de suite, quand je reçois une valeur 1 pour une problématique applicative, tout de suite, apparemment, j'ai eu une erreur de syntaxe. Bon, c'est complètement bidon, mais ce n'est pas grave, hein, c'est sur le principe. Et donc, très bien, je vais effectivement faire une petite modification, et donc, modification prise en compte, hop, et corrigée, on va dire. Hop. Et puis, non seulement, effectivement, je vais prendre en charge l'événement, voire, vous voyez que maintenant, on a aussi cette possibilité, hein, ça n'existait pas il y a quelque temps déjà, de carrément clôturer le problème. Voilà. Donc là, pour l'instant, de suite, je ne vais faire que, effectivement, le prendre en compte, hein, et donc, effectivement, je l'ai vraiment acquitté au sens où, comme on peut le voir ici, c'est bien moi-même qui ai pris en compte cet événement. Et donc, on voit que associé à un moment donné à cet événement, tiens, voilà, j'ai eu un petit email, a priori, qui a dû m'arriver dans ma boîte. Alors, voyons un petit peu ce petit email. Alors, hop. Alors, c'est pas ça. Alors, peut-être que c'est arrivé dans les spams parce que j'ai pas eu le temps de regarder de trop. Hop. Ah oui, il faut juste que je rafraîchisse le point en question. Et voilà, et donc du coup, on voit qu'effectivement, on reçoit, alors je vais le mettre en non spam, comme ça, ce sera plus sympathique. Voilà, et puis même, hop. Et puis, on voit qu'effectivement, j'ai cette alerte qui est arrivée avec effectivement donc des informations que j'aurais pu franciser, hein, avec ma fameuse erreur de syntaxe. Et vous voyez, j'ai même carrément associé effectivement une petite fiche d'action pour indiquer que voilà, c'est une consigne d'exploitation, et voilà, pour la présente démonstration, on présente un petit peu les instructions qui sont associées, on va dire, aux exploitants. Et quelque part, on pourrait imaginer à un moment donné de tenter de générer un contre-événement pour provoquer un retour à la normale, s'approprier l'événement, donc c'est se laisser le temps d'analyser, juste annoter l'événement, reconsidérer la sévérité, ou carrément acquitter effectivement, et voire même clore l'anomalie. Voilà. OK. Bon, on va revenir. Alors, je crois que je n'ai pas tout à fait terminé. Je voulais du coup vous montrer le côté dashboard. Et donc, du coup, le côté dashboard, donc, ce qui est assez sympathique, c'est que vous voyez ici effectivement un dashboard sur lequel, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités d'environnement.
que je présente et avec effectivement différentes informations en fonction finalement de ce qui m'intéresse. On peut même évidemment là maintenant d'ailleurs dans les graphes des dashboards faire aussi des agrégations directement au niveau des graphes qui y sont présents. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai le fameux Stop Slideshow qui est effectivement disponible, qui du coup, lorsque je ne fais rien, en fait, automatiquement, et là pour l'instant, c'est paramétré toutes les 30 secondes, on a effectivement ces éléments-là qui sont voilà, présentés, ça vient de tourner. Du coup, on peut éditer évidemment ce tableau de bord et comme vous pouvez le voir maintenant, on peut ajouter donc soit un widget, donc un nouvel élément ou soit effectivement une nouvelle page. Voilà. Du coup, je ne le fais pas puisque vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Ok, je vais revenir à la présentation. Hop. Voilà. Et donc, du coup, ces tableaux de bord, en plus de ça maintenant, on peut s'en faire un petit rapport au niveau PDF. Alors, il y a quelques prérequis, évidemment, par rapport à cette notion de création, puisque c'est un service à part entière au niveau du serveur Zabbix. Et donc, qui peut d'ailleurs être isolé et mis complètement ailleurs. Mais le premier prérequis, donc, du coup, c'est évidemment de faire ces paramétrages-là, mais également, on va dire, finalement, d'installer quelque part un navigateur qui sera finalement quelque part exécuté en tâche de fond. Et en fait, c'est lui qui va réaliser la modification, on va dire, du tableau de bord au format PDF. Alors, cette planification, on va retrouver du coup dans la partie Reports un menu dédié, on va dire, pour la partie planification des rapports, mais en fait, on peut le faire aussi, on verra. Alors, du coup, voilà, on va effectivement avoir ce tableau de bord qui va se transmettre par mail et qui sera converti en PDF. Voilà. Donc, n'importe quel tableau de bord peut faire l'objet de cet envoi par mail. C'est du coup accessible à tous les utilisateurs, mais bien entendu, ça peut être restreint en fonction des profils qui sont associés à l'utilisateur. Pour le coup, planification classique, mensuelle, journalière, hebdomadaire, voire annuelle même, voilà, on planifie et on précise à un moment donné à qui effectivement on envoie les informations. C'est donc du coup aussi accessible directement depuis le tableau de bord. C'est-à-dire que au moment où vous avez la petite barre là, avec les petits traits au niveau d'un dashboard, vous pouvez déjà, quand vous créez un dashboard, il est effectivement personnel au départ. Mais bien entendu, vous pouvez le partager à vos collègues. Ça, c'était dans la 5.0 que c'était arrivé. Vous pouvez cloner aussi le dashboard pour partir de zéro, le supprimer bien entendu, en créer un nouveau. Et comme vous pouvez le voir sur la fin, on peut créer de nouveaux rapports, voire aller voir le rapport associé existant. Voilà, donc du coup la démo, je l'avais faite un petit peu, même si je peux y repasser très rapidement, puisque voilà, à ce niveau-là, vous voyez que on peut éventuellement aller voir voilà, les rapports qui y sont associés. Et du coup, dans la partie ici Reports, du coup, les Schedule Reports, ça n'a pas été trop traduit encore, mais oui, j'ai mis l'interface en français aussi pour changer. Voilà, quitte à faire une présentation en français. Allons jusqu'au bout. Et donc, du coup, de voir un petit peu tous les rapports potentiellement qui existent. On voit qu'effectivement, ils ont d'ailleurs, vous voyez, il y a un petit bouton jaune là, puisque dans cette notion de rapport, on peut bien entendu définir à quelle période ça démarre et on peut mettre aussi une date d'expiration par rapport à ces rapports. Donc, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors, gros changement également dans cette version 5.4, c'est l'unification des syntaxes. Alors, on avait dans l'ancienne syntaxe, donc que ce soit pour les déclencheurs, une syntaxe particulière, pour les éléments de collecte calculés, une autre syntaxe spécifique, et pour les éléments de collecte agrégés, c'est pareil, on avait également une
une syntaxe vraiment spécifique. Du coup, l'idée était effectivement de créer une nouvelle syntaxe unifiée, que ce soit vrai évidemment pour les déclencheurs, les éléments de collecte calculés ou agrégés. Du coup, la syntaxe unifiée, finalement, quel que soit, on va dire, l'élément, c'est donc là une fonction et entre parenthèses un certain nombre de paramètres. Pour un trigger, du coup un déclencheur, évidemment l'opérateur booléen et puis la valeur à laquelle on le compare. Enfin, booléen ou pas d'ailleurs, hein, l'opérateur de comparaison plutôt ou d'analyse. Voilà. Alors là, on présente effectivement un élément de collecte calculé où finalement on fait la somme de tous les systèmes de fichiers, en fait tout ce qui reste disponible au niveau des systèmes de fichiers d'un équipement. On fait ça toutes les 10 minutes et donc on vérifie voilà, par rapport à une machine, avec tous les systèmes de fichiers qu'il a à disposition, il reste finalement tant d'espace disque sur cette machine. Alors vu, hein, bien entendu, par le système au sens système de fichiers. Voilà. Mais ça peut évidemment se projeter à bien d'autres éléments. Et puis pour une collecte agrégée, on a mis un autre exemple un petit peu plus complexe, où quelque part, là on utilise effectivement pour chacun, on va dire, des membres du groupe PostgreSQL, du groupe d'équipement PostgreSQL, qui possède d'ailleurs le tag d'environnement production. Eh bien, on va aller récupérer toutes les requêtes par seconde, toutes les 5 minutes, et en fait, on va prendre la moyenne. Voilà. Et en fait, finalement, de tout ça, on va en tirer sur les 5 minutes quelle est la valeur minimum que l'on aura collectée. Si on imagine qu'à l'intérieur, là, ces valeurs-là, on les récupère toutes les minutes, par exemple, eh bien là, nous, on agrège toutes les 5 minutes la valeur minimum, quelque part, de cet ensemble qu'on a défini. Alors, les avantages un petit peu de cette nouvelle syntaxe, forcément, à partir du moment où il y a plus d'unification, ça simplifie l'apprentissage un petit peu sur l'outil et globalement sur la syntaxe de l'ensemble des collectes. En même temps, on a du coup des périodes qui sont définies, qui sont identiques un petit peu partout. On a effectivement aussi maintenant des possibilités de choisir des équivalents des hier, dernière heure, etc., et de faire du relatif avec justement des périodes aussi un petit peu spécifiques. Voilà, il y a plein de possibilités intéressantes. En fait, il y avait des limitations du coup dans l'ancienne syntaxe, hein, donc c'est pour ça aussi quelque part que ça a évolué. Du coup, on a des agrégations aussi plus complexes, puisque maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau des agrégations, maintenant, on peut aussi faire des agrégations par étiquette, tag, ou par caractères spéciaux, en précisant à un moment donné une étoile, voilà, etc. Donc voilà, des choses plus intéressantes globalement et plus opérationnelles finalement, hein, tout simplement. En même temps, finalement, on peut aussi appliquer une fonction au résultat d'une autre fonction. Donc, l'idée, c'est pas d'empiler trop les couches, mais parfois, ça peut avoir un réel intérêt. Sur une fonction, on peut passer aussi plusieurs, on va dire, éléments de collecte, plusieurs items. Et dans la notion de simplification, on fusionne quelque part deux types d'indicateurs en un seul. C'est-à-dire que les agrégés et les calculés n'existent plus. Il n'y a plus que, enfin voilà, agrégés et calculés deviennent juste calculés. Donc, quand on regarde au niveau de l'interface, si je vais dans la partie modélisation, voilà, je prends, non, pardon, si je prends effectivement n'importe quel élément et que j'en crée un nouveau, on voit que à ce niveau-là, dans toutes les techniques de collecte, avant j'avais calculated et aggregated, et là maintenant je n'ai plus que calculé. Voilà.
Alors, au passage, du coup, comme tout a été revu concernant un petit peu avec cette unification de syntaxe, eh bien, il y a eu, donc là, il y a eu un nouvel ensemble finalement de fonctions d'analyse qui sont présentes. Alors, il y en a qui existaient avant, hein, les average, count, max, min, etc., etc. Les dates, absolues, tout ça, etc. Ça existait. Forecast, time left, ça existait en 5. Et puis, bah, il y en a effectivement qui sont arrivés depuis. Euh, du coup, oui, voilà, il y en a beaucoup associés à toute la partie analyse de ce qui est présent, on va dire, dans les données de type tendance, voilà, qui sont notamment assez intéressantes. Et puis, bah, on a beaucoup plus de fonctions mathématiques, beaucoup plus aussi de fonctions associées aux chaînes de caractères. Voilà, on vous rappelle de toute façon le lien avec la liste des fonctions et d'aller voir après dans le détail, évidemment, chacune des informations. Typiquement, le between et le in aussi, là, je crois que c'est ça que j'ai utilisé, par exemple, ici, là, quand j'ai fait apparaître une alerte. J'ai utilisé les mécanismes de type Zabbix Trapper, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une commande de type Zabbix Sender, j'envoie effectivement un message, ce qui me permet effectivement de générer à la demande finalement un certain nombre d'événements. Et du coup, en fonction des événements que j'envoie, ici, donc ça c'est le classique, mais par contre, par rapport au déclencheur, on voit que bah, si effectivement j'envoie une information qui est comprise entre 1 et 10, donc c'est pour ça que j'ai le between ici, donc je récupère plutôt une information entre 1 et 10, j'ai un certain type d'alerte, et si effectivement je suis entre 11 et 15, j'ai un autre type d'alerte qui va arriver. Voilà. Donc ça, alors, il peut y avoir aussi du pré-processing qui est fait pour aussi, à un moment donné, gérer certains éléments vraiment à la collecte, mais après, sur le côté déclenchement d'événements, on peut aussi avoir des choses assez intéressantes par rapport à ce type de fonction. Alors, si je reviens. Oui, ah oui, si, j'en profite aussi là pour les histoires de table de correspondance. Quand même, c'est important effectivement, puisque avant, ces tables de correspondance, on les avait au niveau global. Et là, si par exemple, je prends mon template, qui s'appelle du coup la template, voilà, écoute Zabbix Sender, écoute Sender, vous voyez qu'ici, j'ai bien une table de correspondance. Et cette table de correspondance, si je la regarde, ben voilà, j'ai effectivement de 0 à 15 tout un tas de choses, on va dire, qui existent. Et puis après même, je peux dire, bah, tiens, voilà, si c'est de 16 à 20, voilà, je serais tombé effectivement dans le rang. Voilà. Du coup, bah, c'est un petit peu ça qui se passe lorsqu'on regarde après notre tableau de bord ou la liste de nos problèmes. Et on voit effectivement, alors, petit point particulier, vous voyez qu'ici, dans toutes les alertes et les événements qui sont remontés, on voit toujours ici dans les operational data qu'il s'agit de la dernière valeur qui a été collectée. D'accord. Alors, sachant que, en règle générale, souvent, on va notifier, on va dire, quelqu'un, et c'est pour ça que tout à l'heure, ici, vous voyez qu'au moment où je reçois ma notification, j'ai bien la valeur, on va dire, qui est du problème au moment où il y a eu l'anomalie. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, là, j'ai fichier en entrée non lisible, alors qu'ici, j'avais erreur de syntaxe. Par contre, quand on regarde dans Zabbix même, par défaut, effectivement, je n'ai pas modifié spécifiquement la partie operational data, ce qui serait affiché. Et en fait, on voit que c'est vraiment la dernière valeur collectée qui est affichée. OK.
Voilà, voilà. Alors, on va retourner sur la présentation. OK, avec ces fameuses fonctions. Alors, en termes d'exploitabilité, hein, ces tables de correspondance, vraiment, c'est quand même très intéressant pour faciliter l'exploitabilité de la solution et tout de suite, ne pas se poser les questions de savoir si oui ou non, finalement, telle valeur, ça correspond à quoi. Un exemple un peu classique, hein, c'est sur la partie Windows, où en règle générale, à moins qu'on soit vraiment expert et qu'on connaisse ça par cœur, on n'a pas toujours en tête les états, on va dire, d'un service Windows qui est compris entre 0 et 7 et à chaque fois qui correspond à un état particulier. Et donc, le fait d'avoir une table de correspondance dans Zabbix qui tout de suite indique effectivement l'information collectée et présente effectivement sa valorisation, c'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est aussi de stocker dans la base de données finalement qu'une valeur de type 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, et effectivement en termes d'affichage, de restituer quelque chose d'intéressant. Donc à la fois, on est dans l'économie finalement de ce qu'on stocke dans la base de données, et à la fois, on est dans la lisibilité finalement de ce qui est affiché. Voilà, ça c'était donc l'exemple avec le petit côté démonstration. Et puis, on peut même aller, même si c'était des choses qui étaient déjà faisables avant, voilà, on a quand même eu un affinage ici où typiquement on vérifie effectivement, par exemple, une analyse de session utilisateur sur la semaine, on vérifie le pic maximum qu'on a eu sur la semaine d'avant. Et puis, on regarde ça, donc là, c'est le /W pour week qui l'indique. Et puis, on regarde effectivement ce qu'on a eu pour la journée en cours ou celle d'hier, par exemple, ça pourrait se faire. Et puis, si globalement, on a doublé un petit peu finalement le côté maximum d'utilisateurs, on pourrait très bien se dire que il faut peut-être déclencher effectivement un événement comme quoi il y aurait un petit peu trop de monde qui arriverait et ça pourrait peut-être être une attaque ou si, à moins que ça ait été prévu, bien entendu, et à ce moment-là, ne pas mettre ce type de seuil, bien entendu. Voilà. OK. Alors, bon, faut, vous pouvez rester, hein, même si le titre de la partie API est avoir les jetons. Je veux bien quand même que vous restiez jusqu'au bout. Hein, n'ayez pas peur. Et on va essayer quand même de continuer. Alors, effectivement, dans la 5.4, il y a eu aussi un truc qui est très intéressant, c'est la capacité à récupérer des jetons permanents pour les API. Et donc vraiment avoir une notion de gestion de ces fameux tokens par utilisateur ou service applicatif qui l'utilisent, avec aussi d'ailleurs une notion de date d'expiration pour évidemment mieux gérer à un moment donné la notion de sécurité tout simplement associée à l'utilisation de ces API. Alors, par rapport à cette notion de sécurité, c'est bien d'ailleurs au niveau de la gestion des rôles qu'on définira, oui ou non, à un moment donné, si on accède effectivement aux API. Même si effectivement, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la gestion des rôles en 5.2, on fera un petit tour rapide là-dessus en rappel. Mais à savoir qu'évidemment, globalement, la gestion de ces fameux tokens, ces jetons sont gérés par les rôles de type superadmin. Mais dans la notion finalement d'autonomisation des utilisateurs par rapport au produit, un utilisateur, si tant est que son rôle lui permet, peut générer effectivement des tokens, des jetons pour accéder aux API. Et donc là, c'est effectivement lui-même.
Et donc, dans ces jetons, voilà, il va se créer son propre jeton à partir du moment où il a les droits. Et donc, du coup, par contre, évidemment, voilà, c'est pour l'interface et envoyer des événements, a priori, exporter des événements vers Elastic, par exemple. Et donc, du coup, on crée effectivement ce petit jeton. Mais voilà. Mais de toute façon, même s'ils sont créés par les utilisateurs, globalement, ils vont rester bien entendu à la main des profils super-admin, sachant que, en plus de ça, hein, un utilisateur de base peut ne pas avoir les droits. Hein. C'est que des utilisateurs confirmés, on va dire, avec, avec les rôles qui vont bien ou les profils qui vont bien. Donc, on va jeter un œil rapide aussi sur ce sujet-là. Vous voyez que ici dans User Settings, vous voyez, j'ai effectivement cette notion de API token sur lequel voilà, je peux effectivement créer un jeton quelque part, alors permanent ou non, hein, puisque là, vous voyez que a priori, la petite étoile m'impose en tant qu'utilisateur à créer une date d'expiration, mais bon, après, si on met une date en 2040, et, et du coup, API démo, et donc on va mettre effectivement, hop, un ajout, et voilà, et j'ai donc du coup mon token qui a été généré, et si effectivement en tant qu'utilisateur j'ai la possibilité de créer ces jetons, et bien effectivement après je peux les utiliser. Après, là comme je suis administrateur, on voit effectivement ça va être dans le général, voilà, API token. Voilà, la liste effectivement des tokens qui existent avec effectivement, là je vois que c'était bien un utilisateur, mon propre utilisateur avec lequel je suis connecté. Pour le savoir, il suffit de vérifier effectivement, voilà, profil utilisateur FHMA. Et puis, du coup, si je reviens, j'ai eu l'occasion de créer à un moment donné un utilisateur effectivement spécifique pour l'utilisation des API. Alors, j'en profite pour vous montrer les histoires de rôles, puisque précédemment, en version 5.0, on avait effectivement dans les rôles cette notion, on va dire, de 3 profils, les ABIX user, les ABIX admin et les ABIX super admin, donc admin au sens fonctionnel finalement. Et ces ABIX admin, tout comme les ABIX user d'ailleurs, peuvent à un moment donné avoir accès en fonction des groupes d'hôtes, des informations en fonction des groupes d'hôtes, des groupes de templates ou des tags. Et maintenant, avec cette notion de rôle, on peut aller plus loin parce que finalement, un utilisateur n'avait accès qu'à ces 3 éléments-là, on va dire surveillance, inventaire, rapport de l'interface. Les admins avaient accès à la partie configuration et les administrateurs avaient évidemment accès aux 5. Mais parfois, certains admins, il aurait fallu leur donner, on va dire, des droits à ce niveau-là, et par contre, il aurait fallu leur masquer parfois des éléments au niveau configuration. Donc, du coup, c'est maintenant possible, et on peut effectivement aller voir un rôle, par exemple, là, pour mes élèves, où quelque part, vous voyez, même au niveau surveillance, je leur donne accès au tableau de bord, aux problèmes, aux dernières données, mais vous voyez que sur les aspects aperçus ou découvertes, comme moi j'estimais que cette partie-là n'était pas intéressante et que cette partie-là, je ne souhaitais pas qu'ils la voient, eh bien voilà, je leur ai interdit effectivement l'accès. Et puis, vous voyez que pour chacune des fonctions finalement, quelque part, qu'on a dans Zabbix, on peut définir si oui ou non ils accèdent à. Et vous voyez qu'on pourrait à un moment donné donner des accès, effectivement. J'ai enlevé, vous voyez, l'accès à la partie audit aussi au niveau des rapports. Côté corrélation, là pour l'instant, je ne souhaitais pas qu'ils en fassent. On pourrait aussi enlever la notion d'action.
on peut effectivement ensuite néanmoins donner quelques droits à un moment donné sur certains aspects administration, si tant est qu'ils aient été définis comme admin. Voilà, voilà. Et puis du coup, vous voyez que Access to API, et en plus de ça, on peut gérer des listes blanches ou des listes noires pour l'accessibilité aux API et préciser effectivement un certain nombre d'actions sur le sujet. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Alors, jetons pour API. Voilà. Alors, modèle et plus si affinité. Alors oui, il y a une gestion effectivement qui est facilitée un petit peu des modèles. Je pense que tout le monde a vécu certainement, on va dire, parfois une certaine angoisse en disant tiens, je vais importer un modèle qui existe déjà, qui est déployé sur 400 machines, et finalement, je l'importe, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme modif dedans. Alors évidemment, j'ai pu le faire en amont à un moment donné avec les fameux fichiers d'export et faire un certain nombre de contrôles, mais je dirais maintenant, on a, grâce effectivement à une identification unique à un moment donné d'un template, la capacité effectivement dans Zabbix, finalement, non seulement de faire de la comparaison, mais en plus de ça, maintenant, d'intégrer ça complètement dans ce qu'ils appellent maintenant, vous savez, le fameux pipeline CI/CD, en gros, hein, l'intégration continue et la notion de déploiement qui va avec. Alors, du coup, dans cet import maîtrisé des modèles, eh bien, effectivement, lorsqu'on fait cette importation, hein, alors qu'on avait effectivement exporté, alors maintenant on a 3 formats disponibles, hein, XML, YAML et JSON, et donc du coup, il va nous présenter effectivement quelles modifications il y a au niveau de l'import du template. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, si je prends l'exemple de ma plateforme, alors ma plateforme, c'était d'ailleurs une plateforme à l'origine que j'avais installée en 5.2 où j'ai fait la montée de niveau en 5.4. Et du coup, quand on fait ce genre de choses, la modélisation qui a potentiellement évolué, je ne l'ai pas forcément. Alors, on va prendre, je ne sais pas, Linux by. Elle n'est pas forcément, elle, mise à jour. Parce que, en fait, ces éléments-là sont présents, on va dire, au niveau, et de toute façon, c'est quelque chose qui bouge, hein, on peut aller effectivement au niveau du Git Zabbix, sur lequel il y a tout un tas de modèles qui soit apparaissent, il y a des nouveaux modèles, et puis soit sont mis à jour. Du coup, il faut effectivement régulièrement faire ça. Et si j'importe, par exemple, un modèle que j'ai été chercher tout à l'heure là sur la partie Linux, ouvrir. Lorsque j'importe effectivement le modèle, alors je l'avais déjà un petit peu mis à jour, donc finalement il y a eu très peu de modifications, mais je trouvais que c'était bien de le voir justement. On voit que effectivement la collecte, maintenant, ils ont précisé, on va dire dans la collecte, que la clé de collecte, eh bien, ils précisaient qu'effectivement il y avait du SHA 256 pour le contrôle, on va dire, du checksum. Voilà, et donc du coup, associé à cette collecte, évidemment, le trigger, le déclencheur qui va avec, évidemment, est forcément mis à jour. Voilà. Donc du coup, quand j'importe quelque chose, voilà, en tout cas, ça peut m'aider aussi du coup à bien visualiser et être sûr que les modifications qu'on m'a livrées sont bien, on va dire, en regard avec ce que je peux constater au moment où je fais la manipulation. Hein, on se rappelle que lorsque cette manipulation est faite, à partir du moment où, vous voyez ici, ce template était associé à 2 équipements, et bien là, à partir du moment où j'ai fait l'import, automatiquement, on va dire, la mise à jour a été réalisée pour la collecte sur ces machines. Alors, tout va bien. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. J'essaie de... Ah, je vois qu'il y aura François Coustet
qui me disait, une question ouverte, bonjour, le mapping se faisant au niveau du template, il n'y aura pas de possibilité de mutualiser ces tables de correspondance entre divers templates. Alors si, en fait, je pense que ça pourra se faire au niveau des méta-templates. Vous savez, vous avez une notion de template qui eux-mêmes sont liés à un moment donné à d'autres templates. Et du coup, au niveau du méta-template, on devrait avoir effectivement une table de correspondance qui serait applicable, on va dire, du coup, à cet ensemble de templates. J'y répondrai par écrit, limite, tout à l'heure. Alors, j'en étais où? Alors, je bois un petit coup aussi, moi, de mon côté. Parce que je parle, et puis ça fait une petite pause. OK. Alors oui, du coup, j'invite d'ailleurs tous ceux qui travaillent peut-être sur Zabbix déjà depuis un petit moment à vraiment prendre en considération, on va dire justement, ces nouveaux modèles. Parce qu'il y a eu, on va dire, des évolutions vraiment très significatives de la part de l'éditeur sur la qualité, on va dire, des modèles qui y sont présentés. Et typiquement, même pour les modèles de type OS, basique, eh bien, il y a des choses qui sont vraiment significativement intéressantes sur le sujet. Pour l'exemple, si je vais justement, mais c'est valable pour Windows, pour Linux, voilà, je vais voir effectivement un des éléments, on va dire, de découverte au niveau des systèmes de fichiers, là où ça travaille par prototype et donc du coup on a cette découverte automatique. Et puis, voyons un petit peu justement les déclencheurs. Et vous voyez que les déclencheurs, ils sont un peu évolués. Si je vous traduis, on va dire en français dans le texte, ce déclencheur, en gros, au-delà de la variabilisation d'ailleurs qui est faite, effectivement, on travaille souvent en pourcentage d'utilisation sur un système de fichiers. Mais on voit qu'effectivement, déjà, on se positionne par rapport à un seuil qui est donc du coup variabilisé et on fait de la corrélation. C'est pour ça qu'on retrouve le AND. Et en fait, on vérifie que finalement, la place réellement restante sur le système de fichiers, qu'elle est inférieure à 5 gigas. Parce que vous savez que maintenant, on a des systèmes de fichiers qui sont tellement géants que finalement, des fois, on a pléthore de disponibilité. Donc, cette notion-là, déjà, c'est intéressant. Vous voyez ce premier niveau de corrélation. Et puis, on voit aussi un OR, donc une deuxième possibilité finalement de déclenchement de ce trigger, qui dit que finalement, là, on utilise la fameuse fonction time left. Et finalement, il se base sur des statistiques de ce qu'il a collecté pour la dernière heure. Et s'il considère que sur la dernière heure, dans moins d'un jour, on va arriver à 100%, eh bien là, effectivement, il va aussi déclencher un événement. Donc ça, c'est effectivement des modèles standards fournis par Zabbix, mais quand on a travaillé historiquement sur Zabbix, parfois on s'est fait un peu nos propres finalement modèles. Alors je ne dis pas que tout est acheté, bien au contraire, mais je pense qu'il est vraiment intéressant de regarder les mises à jour de ce qui est fourni par l'éditeur, et puis plus globalement après par les communautés, tout ça, etc. Mais voilà, il y a des choses qui sont significativement intéressantes sur le sujet. Alors, du coup, dans les intégrations avec les outils, on en a pas mal. Alors, il y a des intégrations avec eTop, l'outil français d'ailleurs de gestion CMDB, incidents, un petit peu les process utiles globalement. Voilà, d'autres outils également sur la partie messagerie instantanée. Voilà, il y a des choses vraiment qui sont pas mal au-delà de tout ce qui existait avant, les télégrammes, MS Teams et compagnie. Et puis, du coup, des nouveaux modèles,
pas mal orienté big data par rapport notamment à la présence de TCD, Hadoop, Zookeeper, Kafka notamment. Point intéressant aussi, on voit pour le côté un petit peu, le terme m'échappe, IoT, entre guillemets parfois d'ailleurs, mais les caméras par exemple, voilà. On va retrouver aussi, et ça c'est bien normal, la partie HashiCorp Vault, puisque vous vous rappelez peut-être ou pas qu'en version 2, en version 5.2 pardon, de Zabbix, il y a eu également, on va dire, une évolution exceptionnelle par rapport à l'intégration avec cet outil-là, pour finalement ne plus jamais avoir aucun mot de passe à gérer autrement que dans un coffre-fort. Et donc, ça, c'est vraiment une très, très, très grosse évolution intéressante. Bon, et puis je vous en passe bien, bien d'autres. Du coup, le lien vers les modèles un petit peu officiels de surveillance, vous l'avez là, où vous retrouvez quand même beaucoup, on va dire, de modélisation et le principe, bien entendu, de mon point de vue, lorsqu'on met en place à un moment donné ce type de solution, c'est évidemment de regarder au maximum si un modèle existe et correspond un petit peu à ce qu'on peut faire. Alors parfois, il faut effectivement un petit peu l'adapter, mais la plupart du temps, justement, la manière dont les modèles ont été conçus, finalement, avec ces mécanismes à un moment donné de tag et de variabilisation, la contextualisation est souvent, on va dire, juste finalement affaire de mise à jour un petit peu de ces éléments-là, et sans avoir à modifier le fond, on va dire, du modèle. Alors après, il y a quand même des choses qui parfois il faut faire, bien entendu, mais et l'outil reste, on va dire d'ailleurs, très bon, on va dire, dans sa capacité à un moment donné aussi d'adaptabilité, on va dire, en fonction des disponibilités de personnes expertes sur le sujet. Du coup, sur le côté purement matériel, on va retrouver par exemple justement les équipements Cisco, les équipements Juniper, les onduleurs APC, voilà. Il y a des... Et donc, cette notion effectivement de à quoi ça correspond, la variabilisation. Alors du coup, là, on voit qu'effectivement, c'est pareil SNMP. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux peut-être... c'est bon. Encore et encore. Alors, qu'est-ce que j'oublie, on va dire. Ah, je vois que... OK. Encore et encore. Du coup, du coup, il y a pas mal de webhooks du coup, qui existent pour des intégrations simplifiées avec des logiciels tiers. Et puis cette notion de scripts globaux un petit peu associée au nouveau type qui était apparu en 5.2 de type script. On peut maintenant directement développer un JavaScript sans avoir besoin de le déployer, j'entends, et de l'écrire en dehors de Zabbix. Il sera vraiment intégré à Zabbix. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, du coup, cette notion de webhook et global script sont vraiment très intéressantes. Si on veut aller jeter un œil rapidement sur le sujet, on voit que donc alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, au niveau des intégrations, voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est dans les types de médias. Voilà. On voit effectivement entre Jira, eTop, MS Teams, OTRS, Signal, Telegram, vraiment au-delà du Discord, au-delà du mail, simple mail, etc. Voilà, une richesse tout à fait intéressante sur le sujet. Et ce qui est intéressant aussi de voir, je vais prendre peut-être par exemple un Jira par exemple, vous voyez que donc on est bien sur un type
Webhook. Donc, on va s'interfacer effectivement avec Jira, avec ce fameux protocole HTTP ou HTTPS, bien entendu. Finalement, le script qui a été écrit et qui est disponible de base, il est là, hein, il est présent, et il a été surtout variabilisé de manière à faire en sorte qu'on ait le minimum de choses à faire, c'est-à-dire que finalement, il va falloir qu'on mette en place notre token, qu'on mette en place effectivement le nom, le projet, l'URL, le login, et voilà, et c'est terminé. On a terminé notre intégration effectivement avec la partie Jira. Du coup, voilà, tous les médias de type webbook, on voit cette notion de webbook hein, de prendre de plus en plus de place et vraiment est facilitant, on va dire, pour cette notion d'intégration. Oui, voilà. Donc, ah oui, et puis du coup, oui, ce que je n'ai pas montré, pardon. Pareil, lorsqu'effectivement au niveau des modèles, lorsqu'on va du coup créer, alors je vais plutôt reprendre un petit peu les modèles personnalisés. Et voilà, lorsque je crée un nouvel élément de collecte, un nouvel item, on voit qu'effectivement maintenant, j'ai un nouveau mode qui était apparu du coup avant, script. Voilà, on va y retrouver du coup son nom, la clé de collecte, un certain nombre de pareils. Et vous voyez que ici, je vais pouvoir écrire effectivement mon JavaScript tel que je le souhaite. Et du coup, il sera opérationnel, évidemment, avec les agents Zabbix sur lesquels on le déploie. Mais on n'a pas besoin, finalement, quelque part, de créer un script externe et d'aller le déployer, ce qui est quand même pratique. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais les fonctions aussi, lorsqu'on édite, on a la capacité effectivement directement de faire du test à un moment donné sur le sujet. Donc là, comme je suis sur un template, ça ne le fait pas, mais si je vais directement sur un autre, c'est toujours intéressant d'avoir cette possibilité-là pour vérifier le fonctionnement. Alors même au niveau des templates, c'est faisable aussi d'ailleurs. En réalité, hop, et lorsque je vais chercher les éléments, que j'en prends un complètement au hasard, eh bien, voilà, j'ai la capacité à aller tester effectivement l'information et à vérifier si je récupère bien l'information. Visiblement, il n'y a pas beaucoup d'activité style, mais ce qui me paraît logique. Oui. Voilà, donc dans les encore et encore, alors oui, hein, Zabbix, hein, vous le déployez donc du coup chez vous, sur place, sur tout un tas de choses et évidemment la containerisation prend de plus en plus de place pour la rapidité avec laquelle ça peut se faire à partir du moment où bien entendu on a une infrastructure de containerisation qui est disponible. Et puis, sinon, évidemment, côté cloud, on peut déployer effectivement, c'est déjà prévu dans tout un tas de fournisseurs de services. Alors, dans l'évolutivité, là, on va commencer à rentrer un petit peu dans du détail. Le processus Poller, là, voilà, et le serveur Zabbix ne nécessitent plus de connexion à la base de données hein, lorsque ça démarre. Du coup, forcément, ça améliorera le processus de démarrage. En plus de ça, du coup, on a une gestion d'un cache en mémoire pour les données tendancielles qui améliore significativement les fonctions qui sont associées. Hein. Du coup, on a un démarrage plus fluide du serveur, d'ailleurs aussi, du proxy Zabbix aussi, hein, d'ailleurs. Et donc, plus globalement, tiens, une petite faute, il y en a peut-être d'autres, mais celle-là, je la vois tout d'un coup. Et une meilleure gestion du parallélisme, effectivement, de traitement des données par rapport aux charges significatives lorsqu'on monte sur le sujet. J'ai oublié de traduire la partie, l'amélioration de l'exploitabilité. Donc, menu effectivement de 3e niveau pour une meilleure navigation. Hein, voilà, ça peut être pratique.
On a des fenêtres, effectivement. Ah, horrible, les fautes. Je le corrigerai avant de vous le faire passer. Voilà, donc du coup, des fenêtres un petit peu plus ergonomiques, un petit peu sur le sujet, avec plus de modélisation. Et quand on fait du mass update, notamment, voilà, on a un petit peu plus de finesse dans ce qu'on réalise. Voilà, et ça, on reste du coup concentré effectivement sur l'action sur laquelle on est. Il y a des choses qui ont été améliorées parce que des fois, les filtres inversés, ça peut être hyper intéressant, c'est-à-dire que tout sauf, finalement. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, oui, alors du coup, dans les fonctions, on va dire, de pré-traitement, il y a tout un tas de choses au niveau, qui existent au niveau pré-traitement. Du coup, le XML pass, là, les XPass de XML, là, voilà, étaient déjà opérationnels, mais voilà, se sont améliorés. Et en plus de ça, maintenant, on peut faire de la conversion de XML en JSON. Du coup, dans tout ce qui est pré-processing, voilà, on avait déjà le CSV to JSON, bien avec la version 5.4, là, le XML to JSON qui est apparu dans le pré-processing, dans le pré-traitement. Voilà, et bien plus, parce que relatif à la sécurité, il y avait quelques protocoles au niveau chiffrement SNMPv3 assez rares, mais qui n'étaient pas tout à fait bons. Voilà, plus, alors, il n'y a plus aucun mot de passe invisible dans l'interface maintenant. Tout est vraiment protégé ou protégeable, puisque en fait, c'est bien votre choix à un moment donné de définir effectivement ces éléments-là. Si je prends un exemple, on va aller chercher un modèle, peut-être SNMP par exemple. Oui, on va remarquer, c'était plutôt au niveau des autres que j'aurais dû aller voir. Pardon. Allez hop. Si potentiellement je rajoute une interface SNMP. Alors déjà, on voit qu'effectivement, un petit peu comme avant, on se base toujours sur la partie. Voilà, mais si je veux chercher à un moment donné quelque chose d'un petit peu plus fin, je peux aussi mettre, je dirais, des macros qui vont permettre de définir finalement cette fameuse passe-phrase. Et donc, si je vais, je vais en prendre une au pif, que je vais définir, hop, dollar, passe, haute. Voilà. Hop, alors. Voilà. Si je vais après, du coup, dans les macros, eh bien, lorsque je vais sélectionner ma macro, alors, évidemment, je pourrais mettre la valeur en vrai, mais c'est là où, quelque part, justement, il y a quand même une évolution intéressante, c'est que soit, effectivement, je peux utiliser secret text, et du coup, après, attention, lorsque je fais actualiser et que ce sera mis à jour, c'est terminé, après, je ne retrouverai plus ce mot de passe, au travers de l'interface graphique, en tout cas. Et encore mieux, si je suis interfacé effectivement avec la partie HashiCorp, à ce moment-là, là j'ai effectivement les informations qui sont disponibles directement au niveau du coffre-fort. C'est top. Du coup, dans la notion d'export en temps réel, on a effectivement des possibilités un petit peu plus fines maintenant. Donc, déjà, côté d'export des événements, la sévérité avait été omise, c'est un peu dommage. Maintenant, elle est pas oubliée. Une meilleure granularité pour le choix des exports, c'est-à-dire que je choisis soit si j'exporte les événements et ou les métriques brutes et ou les métriques tendancielles. Et puis, tout un tas de petits trucs voilà, sur l'amélioration à un moment donné de la partie clustering VMware, le filtre sur des macros de type LLD, etc., etc. Voilà. Alors, un petit résumé quand même important.
attention donc, si je résume, plus de support des applications et des écrans. Et aussi, il y a beaucoup de méthodes, on va dire, d'accès aux API, du coup, qui sont touchées. Donc ça, c'est quand même, voilà, même si dans le cadre de la migration, il y a tout un tas de choses qui ont été faites, si vous avez des développements externes, attention à ça. Donc, plus de support de la table de correspondance globale, mais globalement, on a vu qu'on avait vraiment une meilleure gestion, on va dire justement, de ces tables de correspondance, template ou méta-template ou host. Du coup, une nouvelle syntaxe pour l'analyse des déclencheurs, hein, voilà, ou des indicateurs évolués comme les calculés ou les agrégés. Et donc, du coup, cette fusion, effectivement, entre les métriques agrégées et calculées qui sont fusionnées sous un seul type, les calculés. Voilà, ça c'est un petit rappel quand même des changements vraiment impactants sur la 5.4 sur le sujet. Voilà, et donc dans la montée de niveau, de toute façon, il faut installer les nouveaux binaires hein, sur le serveur, sur le proxy. Il y a une montée de niveau aussi du frontal PHP. Et par contre, le serveur Zabbix met à jour automatiquement le schéma de la base hein, derrière. Là, on n'a pas trop de choses à s'occuper. Après, toutes les expressions des déclencheurs, indicateurs calculés ou agrégés seront automatiquement converties. Tout ce qui est justement application, c'est automatiquement converti en tag, comme par exemple la CPU, ça deviendra application CPU, même si on pourra évidemment le changer. Et puis, du coup, les tables de correspondance globale seront déplacées au niveau soit des modèles, soit au niveau hôte. Et puis, les écrans, évidemment, sont convertis également en tableau de bord. Pour finir, et puis après, je laisserai la parole à l'échange, la 6.0, long terme support, est prévue effectivement Q4 2021. Et donc, deux éléments majeurs là-dessus, la haute disponibilité pour le serveur Zabbix et vraiment des efforts sur la partie business service monitoring. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on a à disposition ce que la partie service, hein, qui est, je trouve déjà très bien hein, pour finalement mesurer un petit peu les notions d'engagement, on va dire, sur le sujet. Mais on a effectivement des évolutions assez significatives en 6.0 par rapport à cet aspect BSM, finalement pour aussi enjoliver hein, et répondre à encore un petit peu plus de besoins effectivement sur cet aspect-là. Au passage, je félicite l'éditeur hein, maintenant de l'affichage de sa roadmap où on voit régulièrement maintenant les évolutions et tout ce qui est prévu et où ça en est, on va dire, au niveau du développement finalement quelque part et de la ligne directrice côté Zabbix. Voilà, voilà. Et bien, du coup, je vais vous remercier et je vais essayer de voir dans quelle mesure il y aurait des questions. Alors, tic. Hop. Ah, à quoi ressemblent les pas? Ah oui, effectivement. Alors, oui, ils sont totalement personnalisables. Alors, je vais vous montrer, du coup, en gros, quand je vous ai montré les dashboards tout à l'heure, en fait, c'est exactement ce qu'il y a dans les dashboards.
Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Je retrouve juste mes fenêtres. Voilà. Tac. OK. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, je vais le faire en live. Ce sera plus simple. Mais globalement, quand vous voyez ici, au niveau des dashboards, alors, attendez, hop, je vais pousser ça. Voilà, ce dashboard-là, ben, je peux le voir apparaître tel quel dans Zabbix, et dans ma messagerie, pardon. Typiquement, si je vais voir un autre, voilà, celui-là, tac, hop, celui-là, je vais pouvoir le faire apparaître effectivement aussi dans Zabbix, enfin dans ma messagerie, pardon. Alors, je vais essayer peut-être d'y aller. Hop, on va faire View Related Reports. Il est 15h18. Alors, je vais faire un changement. Et plutôt que de le faire à 11h15, je vais le faire à 15h. Alors, on va dire 21, histoire de prendre un petit peu de temps. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai modifié. Tiens, on va faire celui-là. Non, peut-être pas celui-là. Avec en cartographie. Ah oui. Du coup, c'est pas celui-là. Hop. Donc, le temps que ça, je manipule un petit peu, il est 15h19, je l'ai mis à 15h21. Donc, globalement, tout ce qu'on fait ici, d'accord, on peut effectivement après le représenter. Alors, dans le tout ce qu'on fait ici, ça, c'est quelque chose qui est apparu en 5.0 au niveau des tableaux de bord. Lorsque je crée un tableau de bord, du coup, je vais effectivement avoir le choix. Alors d'abord, il faut que je définisse mon nouveau tableau de bord. Hop, UTAG démo. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai une notion de widget d'abord qui apparaît. Donc, add widget, très bien. Et là, en fait, tous les objets de restitution qu'il y a dans Zabbix, c'est ça que je vais pouvoir faire apparaître. Aperçu des données, aperçu des déclencheurs, les cartes et l'arborescence des cartes, puisque je peux créer de la cartographie avec de la hiérarchie, donc des graphes, l'horloge quand on est, on va dire, avec plusieurs, comment dire, fuseaux horaires, et c'est quand même pratique à un moment donné d'avoir une horloge. Les disponibilités des équipements, donc juste les alertes, les anomalies, des informations sur le fonctionnement même de Zabbix. Vous voyez le journal des actions, les problèmes par gravité, la partie web, parce qu'on fait de la surveillance web, une éventuelle URL auquel on veut y associer un serveur de consigne, je ne sais pas quoi, du texte brut, l'état de la découverte. Vous voyez, on a tous ces panneaux, on va dire, qui sont disponibles potentiellement. J'en prends un au pif, voilà, et du coup, je vais prendre effectivement Innove, voilà, hop, allez, info, étudiant, hop, voilà. Et donc, je commence à, vous voyez, concevoir mon tableau de bord, et au niveau de ce tableau de bord, c'est quelque chose, une fois que je l'ai terminé, voilà, je peux effectivement créer un rapport à partir de là. Donc, globalement, pour la réponse, c'est tout ce qui est considéré comme un dashboard, eh bien, je vais pouvoir le gérer par mail. Alors après, ça, c'est un dashboard que je conçois, on va dire, vraiment au niveau global. Après, dans la partie configuration modèle, selon effectivement le modèle que j'ai réalisé, je vais aller voir à un moment donné ici ce que j'avais fait. Vous voyez qu'ici, là, j'ai 0 tableau de bord. Par contre, ici, vous voyez que j'ai des tableaux de bord. Donc, je peux aussi créer au niveau de la modélisation un tableau de bord. Vous voyez, je retrouve exactement la même ergonomie. Et globalement, ces tableaux de bord, là, du coup, seront disponibles, du coup,
par rapport à, donc, à un modèle et donc par rapport à un équipement sur lequel ce modèle sera déployé. Mais du coup, je peux aussi faire en sorte d'avoir à un moment donné des synthèses par rapport à l'ensemble finalement des modèles finalement que j'aurais créés. Typiquement, c'était peut-être plus la notion de synthèse est peut-être plus dans ce que je faisais comme démonstration juste avant. Là, on est presque un peu plus unitaire dans le sens où c'est par rapport à un modèle bien particulier que je crée mon tableau de bord. Je pense que ça devrait répondre, j'espère, à la question de à quoi ressemblent les tableaux de bord personnalisables. Si je vais vérifier que il est 23. Je pense que je devrais avoir le résultat. Juste que je rafraîchisse. C'est chiant. Voilà. Hop. Consulter, vérification des messages. Hop. Et j'ai mon tableau de bord qui est apparu en PDF. Et alors, évidemment, il n'est pas très joli parce que là, il faudrait que je télécharge, ce sera mieux. Voilà. Du coup, un petit peu le résultat. Donc là, c'est par rapport à des graphes. Hein. Il y a des synthèses un petit peu plus tabulaires qui sont possibles. Voilà, globalement, même la cartographie que je présentais typiquement tout à l'heure dans les tableaux de bord, Live. Alors, oui, dans les tableaux de bord, à un moment donné, je peux faire apparaître les cartes. Voilà, par exemple, ce type de carte pourrait très bien, à un moment donné, apparaître dans le tableau de bord que je génère. Bon, c'est que des choix, hein, et bien entendu, dans un tableau de bord, en règle générale, on aura plutôt tendance, on va dire, à faire apparaître justement un petit peu ces éléments de synthèse, j'imagine, en règle générale. Voilà. Peut-être avez-vous d'autres questions? Alors, pourquoi j'ai un plus ici? Ah. Alors, du coup, je n'avais pas vu cette autre conversation. Wow. Bon, alors, je vais reprendre un petit peu. Hop. Parce qu'en fait, il y a deux. Alors, oui. Alors, oui, pour la présentation, elle vous sera partagée par Zabbix. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, achat pour proxy, oui, normalement, c'est ce qui est prévu. Alors, on peut passer de la V4 à la V5 4 sans étape intermédiaire. Je ne me rappelle plus de tous les cheminements. Après, quand vous passez vraiment de la V4 à la V5 4, là, de toute façon, j'imagine que vous allez avoir quand même une particularité, c'est de vous poser la question sur quel OS, on va dire, vous hébergez effectivement votre solution. Et concernant en tout cas la partie au moins serveur, si ce n'est les proxys, j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, hein, de ne pas partir, en tout cas sur, par exemple, une souche Red Hat, si on n'est pas effectivement sur du CentOS 8, enfin du CentOS, du Red Hat 8, pardon, excusez-moi, parce que CentOS a fait un peu plus débat sur le sujet, ce serait dommage. Voilà, ça c'était. Ensuite, Zabbix. Alors voilà. Alors non, c'est une. D'ailleurs, c'est que justement, si je dis ça, c'est que justement, aujourd'hui, Zabbix 5.4 n'est pas compatible avec effectivement la partie Red Hat 7.
Et donc, c'est bien pour ça qu'effectivement, il faut imaginer que le socle de l'OS qui héberge doit monter de niveau. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai cru quand même voir qu'effectivement, le côté proxy était possible, mais le côté serveur, non. Les maps automatiques, alors aujourd'hui, je pense que vous faites référence à la partie réseau, et aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a certains automatismes qui sont un peu possibles, mais voilà, c'est pas, ça reste voilà pas une fonctionnalité aujourd'hui qui est créée et dans la roadmap même, je dirais. Oui, voilà, c'est ça. Je confirme. Lorsque j'ajoute un rapport, il m'affiche cette erreur. Oui, alors là, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelques prérequis hein, par rapport au PDF. Hein. Et il y a vraiment une notion de service bien spécifique qui n'est pas, on va dire, activé de base. Et vraiment, il y a une notion, effectivement, au niveau du serveur Zabbix, un paramétrage à faire pour effectivement qu'il y ait un processus spécifique qui traite la gestion effectivement des rapports en PDF. Donc ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Hein. Il y a des prérequis, il y a l'installation aussi justement du fameux navigateur dont je parlais, et il y a l'activation effectivement de ce service web avec un port d'écoute bien spécifique, etc., etc. Oui, pour la partie Debian V4, voilà. Et donc, ça, c'est une question, on va dire, de choix, et je trouve ça très bien, la partie Debian aussi, bien entendu. Alors, oui, ça c'est vrai, mais du coup, souvent, ce qui est prévu, enfin, ce qui est plutôt à faire, pardon, c'est plus une transition qu'une migration. C'est-à-dire, finalement, de construire une architecture finalement quelque part à côté. Et normalement, je suis d'accord, le proxy est censé être ISO au serveur. Je, 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 je confirme. Oui, alors du coup, hein, Yann, du coup, pour l'instant, les seuls automatismes de map qu'il y a sont très légers. Hein, c'est la notion, effectivement, par rapport à des groupes. Voilà. Voilà. Bon, lorsque typiquement, alors, attendez, où est passée ma fenêtre? Ah, du coup, hop, configuration, c'est pas ça. Oui, tableau de bord, maps, carte. Voilà, ici, là, celle du bas, effectivement, celle-là, elle est automatique dans le sens où finalement, elle représente les équipements d'un groupe. Mais bon, c'est juste les équipements d'un groupe. Évidemment, il n'y a aucun lien. Et évidemment, ce qui est attendu, j'imagine, c'est plutôt le côté finalement réseau du terme avec la découverte des liens et de la topologie réseau. Donc la topologie réseau aujourd'hui reste quelque chose effectivement qui n'est pas, on va dire, une fonctionnalité côté Zabbix. Voilà, voilà. Ok, ok. Ah, alors, ça, c'est une question, à un moment donné, pas si évidente que ça sur les préconisations de configuration, parce que oui, OK du serveur Zabbix. Personnellement,
la question est pas simple parce que si tu veux, tu imagines que derrière, ça dépend un petit peu des volumétries évidemment que tu vas avoir à gérer. Et donc, en fonction des volumétries, c'est là où quelque part il va y avoir des configurations bien spécifiques à réaliser. Déjà, il faut faire le choix d'une architecture et d'une base de données. Personnellement, moi, j'ai plutôt tendance à utiliser PostgreSQL parce que dans PostgreSQL, on a la capacité à gérer ce qu'on appelle le partitioning automatiquement. C'est-à-dire que dans Zabbix, on a alors, attends, je suis en train de dire, voilà. Dans la partie nettoyage, on a effectivement ces éléments-là qui, du coup, sont applicables, on va dire, directement dans la partie housekeeper et le partitioning est automatique avec PostgreSQL et, pardon, excuse-moi, l'option timescale.db. Voilà. Donc ça, pour moi, ça fait partie un petit peu des prérequis. Après, dans le zabbixserver.conf, tout dépend ensuite de toujours de ces notions de volumétrie, hein, c'est du tuning de toute façon. Et typiquement, en fonction de la mémoire que tu vas avoir de disponible sur ton OS qui héberge ton serveur Zabbix, eh bien, tu vas ajuster tout un tas de paramètres pour pouvoir effectivement profiter de ta mémoire et optimiser un petit peu le fonctionnement de ton Zabbix serveur. D'ailleurs, en gérant le nombre de fils qui sont dédiés à réaliser telle ou telle chose. Alors, certes, pas d'aide sur le sujet, mais je rappelle quand même que le produit est déjà très complet. Il y a quand même pas mal de docs, même s'il n'y a pas tout, mais il faut quand même pas oublier aussi qu'il y a des formations. Et il y a des choses qui sont également intéressantes au niveau des formations. OK, très bien. Je ne sais pas à quel niveau, mais les intervalles possibles de valeur sont très élevés. Ah oui, exact. Oui, oui. Oui, mais c'est pour ça que ça dépend. C'est vrai. Ça dépend vraiment, on va dire, de la manière dont la mémoire notamment hein, que tu as de disponible en gros sur ta machine. Et donc après, ce qui va aussi jouer, c'est finalement si tu vas faire une surveillance, ce que je ne conseille pas, avec beaucoup, on va dire, de trappes, typiquement, tu auras certains paramètres à gérer, y compris d'ailleurs au niveau système, alors que si tu fais beaucoup de collectes, et si tu fais beaucoup de collectes plutôt de type numérique ou flottant, ou des collectes de type chaîne de caractères, des fois, tu as des caches qui vont être effectivement un petit peu différents effectivement à gérer. Mais là, pour le value cache, par exemple, vraiment, de toute façon, utilise Zabbix pour modifier effectivement ton cache. Tu mets une valeur à la limite nettement supérieure, mais regarde de suite, on va dire, sur ton serveur où tu en es au niveau de la mémoire. Tu vas chercher ton équipement. Alors, je vais aller le chercher. Hop. Et puis, tu vas regarder tes graphiques sur ton serveur. Tu vas aller chercher la mémoire. Alors, ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent. Donc, on va aller chercher memory, par exemple. Ah. Ça, alors. Oui, du coup, si. Oui, c'était memory usage. Voilà, et là, typiquement, memory utilization, du coup, tu vois que je suis à peu près à 50%. J'ai une marge significative pour pouvoir
aller chercher, et là tu vois dans le détail, Available Memory, j'ai encore 700, enfin en gros, ouais, 716 mégabytes. Donc, je peux très bien augmenter, on va dire, mon cache, le value cache, on va dire, alors pas de 716 mégas évidemment, hein, mais de 128 ou 256 mégas sans problème. Bah, oui, mais ça, c'est pas grave. Que tu me dises, si tu veux, que tes value cache size à 512 mégas, ça veut rien dire à partir du moment où finalement je n'ai pas la mémoire, on va dire, que ta machine possède. Voilà. Et donc là-dessus, c'est voilà. Bah, alors là, typiquement, tu vois, tu as une mémoire de folie et en fait, tu ne l'utilises pas. Oui, oui, c'est pas, je sais bien. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est ça qui est rigolo, justement. Et le cas est intéressant. C'est que là, tu vois, typiquement, on a mis une machine exceptionnelle et puis bah, derrière, en fait, finalement, on ne l'utilise pas. Parce que c'est pas le tout, à un moment donné, de créer une machine et d'avoir un OS et du coup, après, avec une machine avec tant de gigas. Mais si derrière, on ne paramètre pas l'application pour l'utiliser, ça ne le fait pas. Et en même temps, de le faire automatiquement, ça ne sert à rien non plus parce que en fonction, ce que je disais, des types de surveillance qu'on réalise, eh bien, c'est plutôt effectivement tel ou tel ou tel argument, on va dire, que l'on va effectivement favoriser. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu l'expérience derrière. Hein, voilà. Alors évidemment, hein, le côté base de données, ça c'est autre chose. Hein, voilà. Alors après, je ne sais pas non plus, si tu veux, si il y a, on va dire, sur le même serveur, la base de données et le serveur Zabbix, qui serait plutôt une mauvaise idée si je. Voilà. Enfin bref. Voilà un petit peu les. OK. Bien, bien, bien. Oui. Bah, en fait, alors, en fait, si tu veux, je ne vais pas faire un cours, si tu veux, ici, hein, mais tu as des métriques également qui sont fournies par Zabbix. Quand tu déploies la partie Zabbix, voilà, hein, si tu regardes effectivement à ce niveau-là, tu vois que tu as des informations en fonction effectivement de tout ce qu'il réalise, hein, Zabbix, et tu as du détail à un moment donné sur les caches. C'est évidemment aussi en analysant ce genre de graphe, c'est toute une combinaison, on va dire, qui va faire en sorte que tu vas finalement améliorer à un moment donné et tuner finalement ton serveur Zabbix. Mais voilà, il y a plein de paramètres possibles et ça dépend toujours un petit peu de ce qu'on fait. Voilà, voilà. Alors non, aujourd'hui, j'ai pas d'idée, Sébastien, sur ce qui est annoncé pour la partie achat sur la V6. J'essaye de regarder, mais pour l'instant, j'ai pas eu les informations pour l'instant. Mais je suis ça de près. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Voilà. Très bien. Bah, je pense qu'on va. Je vous propose que l'on s'arrête là. Merci en tout cas de votre participation. Et puis, de toute façon, hein, je vais vous faire suivre euh, euh, je vais vous faire suivre la présentation. Alors oui, la partie service est évidemment extrêmement intéressante. Hein. Je dirais même c'est pour moi une grosse plus-value, on va dire, de ce type d'outillage, puisque en fait, la notion de service ici, elle est enfin,
justement, elle est bien à prendre en considération de manière différente que le côté opérationnel. Je m'explique. Bon, là j'avais travaillé avec mes étudiants sur le sujet, mais lorsqu'on crée à un moment donné une vue de service, du coup, alors, il faut déjà mettre au point à un moment donné, finalement, quels sont les indicateurs qui vont influer à un moment donné sur le service. Et en même temps, quand on prévoit à un moment donné le fonctionnement d'un service, c'est là où, quelque part, on va pouvoir définir si oui ou non, quelque part, l'engagement sur l'année, on veut effectivement, quel niveau d'engagement on veut respecter. Et donc, on représente ça de manière, voilà, c'est forcément, on va dire, propre à chaque contexte client-utilisateur. Et derrière, on définit effectivement, finalement, les critères qui vont influer à un moment donné sur finalement l'engagement. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est que même si vous positionnez une période de maintenance sur une machine ou qu'il y a un arrêt planifié, eh bien, ça décrémente effectivement votre compteur. Et c'est normal, parce que quand vous vous engagez à 99,9%, eh bien, les 0,1%, ils sont bien parce que vous avez prévu tout au long de l'année une indisponibilité de 0,1%. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment très bien parce que c'est géré de manière complètement à part entière. On peut aussi gérer les plages de service à ce niveau-là et on dit effectivement que notre service, il est disponible de telle heure à telle heure, voilà, pour les jours de la semaine. Alors, c'est pas parfait parce qu'effectivement, alors on peut mettre du one shot, on peut à un moment donné gérer quand même des choses un petit peu spécifiques, mais de base, voilà, moi je trouve ça vraiment très très intéressant. Super pour le suivi depuis le Canada, Stéphane. C'est ravi d'avoir pu contribuer voilà, sur le sujet. Je me repose la question parce que ça a un peu débordé sur le dernier sujet, mais c'est super intéressant. Côté reporting des améliorations, on m'a demandé des rapports dans le style mine, moyen, consommation. Ça, oui, carrément, c'est complètement possible, bien sûr, complètement possible. Ok, super. Eh bien, voilà, je pense que je vous propose que tant mieux si, voilà, super, je suis très ravi que ça vous ait plu. Et écoutez, au plaisir d'autres échanges. Et on vous fait suivre du coup avec Svetlana la présentation. Si vous étiez référencé avec une adresse email, là, vous devriez avoir ça à disposition. Je vous souhaite